De toutes les missions que j'ai pu faire, c'est celle qui m'a marqué le plus. Lorsque la pression redescend un petit peu, on reprend conscience de toutes les circonstances et on se dit que oui, on a eu beaucoup de chance. L'esprit force spéciale, c'est la cohésion, c'est l'entente. On est capable de sacrifier pour ses camarades, sans hésiter. Il n'y a pas 15 moyens, hein, finalement, d'avoir une idée de ce qu'est la guerre. En fait, finalement, il faut la faire. Le problème, c'est que les commandos, si on ne va pas les récupérer, ils y restent. En 2011, c'est en plein cœur d'une guerre civile qui secoue la Côte d'Ivoire qu'un groupement de forces spéciales va tout tenter pour récupérer 2 diplomates étrangers, un japonais et un anglais. Durant 48 heures, pilotes et commandos vont traverser l'enfer sans jamais s'arrêter. Monsieur Yoshifumi Okamura, ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, est l'un des 2 diplomates à se retrouver prisonnier des miliciens à la solde du président Laurent Gbagbo. Ce diplomate d'expérience, habitué aux situations de crise, va vivre alors une journée qui restera gravée à jamais dans sa mémoire. Le rôle de l'ambassadeur, c'est représenter le pays. Dans mon cas, c'est le Japon. Tout ce que je fais est considéré comme un acte du Japon. Je suis le seul et premier diplomate qui a été directement attaqué. C'est un fait symbolique. La Côte d'Ivoire, un État d'Afrique prospère marqué par de fortes inégalités et un maillage religieux qui divise le pays en 2. Le nord majoritairement musulman et pauvre, le sud chrétien et florissant. Ce contraste est à l'image de la capitale, Abidjan. Certains de ces quartiers pouvant s'apparenter à ceux d'une mégalopole occidentale et d'autres à un grand bidonville. En octobre 2000, Laurent Gbagbo est élu président. Pendant 10 ans, le pays va être en proie à de multiples crises politiques, allant jusqu'à la guerre civile. Une situation qui oblige alors les Nations Unies et la France à intervenir pour une mission de maintien de la paix. Pour les militaires français, ce mandat durera 13 ans et aura pour nom la Force Licorne. En 2010, après de nombreuses élections présidentielles avortées, un nouveau scrutin sous le contrôle de l'ONU se prépare. La campagne se déroule démocratiquement, le pays retrouve un peu de sérénité. C'est dans ce contexte que le colonel Nicolas et son groupement de forces spéciales sont envoyés à Abidjan, au camp militaire français du 43e BIMA. Ils sont la dernière relève avant le retrait définitif des forces spéciales en Côte d'Ivoire. J'étais initialement prévu pour aller faire un démontage en Côte d'Ivoire. Et l'idée, c'était de rapatrier en fait la composante de force spéciale, mais rien ne s'est passé comme prévu. Initialement, on était parti pour 3 à 4 mois et on est resté 8 mois. Le colonel Nicolas commande un groupe de forces spéciales d'une 50aine d'hommes, dont pour l'essentiel des commandos parachutistes du premier RPIMA. Donc très vite, en arrivant, on va se caler, on va s'entraîner pour être prêt à réagir. On vit des choses qui sont un petit peu hors du quotidien, donc les liens qui se tissent sont forcément importants. L'idée quand même, c'est de se connaître le plus possible, de travailler ensemble le plus possible entre toutes les forces spéciales afin d'établir un lien de confiance entre nous. Les élections présidentielles ont lieu le 31 octobre et le 28 novembre 2010. Elles opposent le président sortant Laurent Gbagbo, qui symboliquement représente le sud du pays, et Alassane Ouattara, le candidat du Nord. Ces élections se passent remarquablement bien. Les 2 tours, avec un taux de participation inespéré, sans aucun heurt. Le 2 décembre, Alassane Ouattara remporte les élections et devient président de la République de Côte d'Ivoire. Mais le résultat est immédiatement contesté par le président sortant Laurent Gbagbo et ses partisans. À partir du moment où les résultats tombent, il est manifeste que Laurent Gbagbo a perdu.
Le président Gbagbo ne reconnaît pas ces résultats. Il ne reconnaît pas non plus que tous les pays africains, occidentaux, déclarent le président Ouattara élu. Et on en arrive à une situation un peu ubuesque où on est face à un pays qui recèle en lui-même 2 présidents, 2 pays séparés, nord-sud, et 2 armées. Et la situation, au fil du temps, ne va faire que se dégrader. Le 4 décembre, Laurent Gbagbo se déclare unique président de la Côte d'Ivoire. Il refuse de quitter le pouvoir et organise une cérémonie d'investiture. Un pied de nez à la démocratie. Alors des émeutes embrasent le pays. La réponse par les armes de Laurent Gbagbo est immédiate. 173 personnes trouvent la mort en 5 jours. De son côté, Alassane Ouattara, privé du palais présidentiel, a établi son camp au Golf Hotel, sous la haute protection des Nations Unies. Cet hôtel fortifié au bord de la lagune se trouve à moins de 2 km de la résidence de Laurent Gbagbo. Le président Ouattara se réfugie au Golf Hotel et dans la symbolique, il n'est président que d'un seul confetti sur Abidjan qui se circonscrit à cet hôtel. Mais le président Gbagbo garde le pouvoir de tout le reste du pays. Pendant 3 longs mois, la Côte d'Ivoire souffre. La population reste cloîtrée chez elle, souvent sans eau et sans électricité. Les magasins sont pillés, les prix flambent. Malgré les pressions internationales, Laurent Gbagbo ne cède pas. Depuis son palais, il regarde à la télévision son pays brûlé. Il n'y a pas d'agression sur la communauté des ressortissants. Et nous, le mandat est clair. On est là pour évacuer nos ressortissants en cas de problème et en soutien de l'ONU si elle nous le demande. Et l'élément déclenchant, c'est dès la fin du mois de mars, des pillages qui commencent à s'instaurer. Il y a également un deuxième événement concomitant. Les forces nouvelles, et qui sont du camp du président Ouattara, viennent du nord et rentrent dans la ville d'Abidjan. Ce pillage plus cette arrivée de ces forces fait qu'on a un mouvement de panique. Et c'est à partir de ce moment-là où débute l'évacuation des ressortissants français et internationaux. Les troupes du président Ouattara pénètrent dans la ville afin de reprendre le pouvoir par la force. La bataille d'Abidjan commence. Les ressortissants français et internationaux bloqués au milieu des combats appellent au secours. Pour répondre à cette situation de crise, le commandement des opérations spéciales fait venir en renfort 2 hélicoptères et 2 groupes de commandos supplémentaires. Les renforts vont arriver donc fin mars, début avril. Les renforts de force spéciale. On vient pour intervenir, pour calmer ce que j'appelle la bataille d'Abidjan. Et on sait que la date de retour n'est pas fixée. Et on sait en revanche qu'elle sera intimement liée avec la crise qui sera finie. Pendant 10 jours, les militaires de la force Licorne vont évacuer près de 6000 ressortissants, français et étrangers. Amenés au camp du 43e BIMA à Port-Bouët, ils seront pris en charge pendant toute la durée du conflit. Mais pour les exfiltrations à haut risque, ce sont les membres des forces spéciales du colonel Nicolas qui sont désignés. Ils vont sauver ainsi de jour comme de nuit 400 personnes se trouvant dans des situations critiques. C'est excitant parce que c'est ce pour quoi on s'est engagé. C'est des missions forces spéciales. C'était intensif, c'était physiquement éprouvant, ce travail-là d'extraction dans l'hélicoptère, avec l'équipement qui pesait lourd, et la chaleur, l'humidité, faisait que c'était éprouvant physiquement. Ce qui a été compliqué, c'est le côté urbain. Le côté zone urbaine, c'est un domaine qui est très spécifique et qui est pas particulièrement favorable aux hélicoptères. Il faut vraiment faire attention à ne pas se payer une ligne électrique, des antennes, des choses qui volent dans le rotor, les lampadaires qui sont proches. C'est un environnement qui est assez incroyable. J'avais posé pour récupérer des gens qui étaient à côté d'un zoo et au milieu de la ville, on a vu un éléphant immense et des gazelles débarquer au milieu de la ville. On voit bien que les gens sont en panique. Il y en a eu une fois sur un toit, ils étaient encerclés. Il y avait beaucoup de monde au pied de l'immeuble. Et on ne sait pas ce qui serait passé si on n'était pas venu. Donc oui. On a l'impression d'être vraiment utile sur ce genre de mission. La satisfaction est immédiate. Et puis elle est partagée, elle est collective. Je pense qu'il n'y a pas de mission plus gratifiante pour un soldat que d'aller chercher des concitoyens ou même d'autres personnes qui sont en danger. C'est la mission reine, bien évidemment, parce qu'elle est très concrète, parce que vous savez que vous allez sauver des vies.
Cela fait maintenant plusieurs jours que la bataille d'Abidjan a commencé. Laurent Gbagbo a quitté son palais pour sa résidence bunkérisée, située dans le quartier de Cocody. Cocody, secteur d'Abidjan où résident la plupart des ambassadeurs et diplomates, est en état de siège. Dès le début du mois d'avril, le président Gbagbo est totalement isolé. Il a à peu près 2000 personnes qui lui restent fidèles. Sa garde présidentielle, des milices qui payent. Et il est totalement réfugié sur sa résidence. Sa résidence est dans un quartier très particulier d'Abidjan, qui est le quartier de Cocody, où toutes les résidences des ambassadeurs sont concentrées dans le même lieu. Beaucoup de représentants diplomatiques étaient dans le quartier le plus conflictuel d'Abidjan. L'ambassadeur du Japon, M. Yoshifumi Okamura, est retranché depuis presque une semaine dans sa propriété et suit, grâce à des caméras de surveillance postées autour de sa maison, l'avancée des événements. Le 6 avril, l'ambassadeur du Japon va avoir une désagréable surprise. Dans la matinée, j'ai commencé à surveiller l'endroit avec les caméras de surveillance. Il y a quelque chose de bizarre. L'ambassadeur du Japon remarque alors un petit nombre de mercenaires amassés autour du portail d'entrée. Un des soldats ont porté comme ça lance-roquette. Moi, je fais comme ça. Voilà, c'est pas vrai. Et puis, mon écran a été brisé. Je me suis dit, donc ils sont entrés pour moi. Je ne sais pas, pour me tuer ou pour me kidnapper, je ne sais pas. Une fois le portail détruit, une dizaine de mercenaires entrent dans la propriété et tuent un des gardiens. Mais moi, je suis un diplomate japonais, je suis samouraï, donc il faut que j'agisse comme un samouraï. J'attends. Personne n'est venu devant moi. Et puis, tout d'un coup, un bruit énorme a commencé. L'ambassadeur du Japon entend au-dessus de sa tête des tirs de roquettes et de mortiers. Il réalise alors que les mercenaires utilisent le toit de sa résidence pour attaquer les alentours. C'est une terrible expérience. À n'importe quel moment, peut-être dans une minute ou deux, je serai mort. C'est le moment de tension. Après plusieurs heures de combat, le bruit des tirs disparaît. Mais les mercenaires ne sont pas partis, bien au contraire. Une fois le combat extérieur terminé, ils pénètrent dans la résidence. L'ambassadeur invite alors tous ses collaborateurs ivoiriens à venir se réfugier avec lui dans la pièce sécurisée. Nous étions 8, donc, dans la salle de sécurisée. Et puis, j'ai fermé cette forte porte avec la clé. Après, ils ont commencé le pillage. Ils ont premièrement ouvert le frigo et commencé à manger à n'importe quoi. Et puis, ils ont ouvert mon cave. Ils ont commencé à boire rhum, whisky, du vin. L'ambassadeur du Japon décide alors d'appeler au secours l'ambassade de France. J'ai demandé à l'ambassadeur Jean-Marc Simon de m'aider pour sortir de cette situation. Il me dit être dans sa chambre avec la porte blindée fermée, cachée sous le lit, et des gens qui se promènent dans sa résidence, qui ont agressé ses gardiens, qui mettent des armes sur le toit. Donc je préviens aussitôt, évidemment, les forces françaises pour voir dans quelle mesure on peut tenter une opération de sauvetage et d'exfiltration de l'ambassadeur du Japon. Une opération de force spéciale se met immédiatement en place pour aller secourir l'ambassadeur du Japon. Je suis convoqué par le général qui me dit qu'il faut rapidement évacuer un diplomate japonais qui se trouve dans sa résidence dans le quartier de Cocody, encerclé par des rebelles ou des FRCI. C'est une prise d'otage d'un ambassadeur. Et donc, c'est certainement une des prises d'otages les plus délicates, les plus sensibles politiquement à laquelle on puisse avoir affaire. Le Premier ministre japonais appelle les autorités françaises et tout ça se fait en quelques heures, de telle manière à ce que la France ait une demande officielle d'agir à l'intérieur d'une ambassade, ce qui est totalement atypique et anormal. On va rentrer en contact avec cet ambassadeur, il est lucide, pas de panique. Et il me répond, il répond à toutes mes questions.
J'ai essayé de lui donner toute information que j'ai. Donc c'est le premier instant que j'ai en contact avec le colonel Nicolas. Ma situation est très limitée. J'ai été bloqué dans la salle. On a parlé notamment qu'il était amateur de bon vin et donc que je l'invitais à dîner à l'issue. Donc on a détendu un petit peu l'atmosphère et ça se passait bien. Après avoir pris connaissance de la situation, le colonel Nicolas va obtenir les plans de la résidence, lui permettant ainsi de préparer au mieux l'opération d'exfiltration. C'est une vraie préparation de mission où on se renseigne le plus possible sur la géographie des lieux, donc les infrastructures, sur les accès pour pouvoir accéder à la résidence et éventuellement tous les itinéraires échappatoires pour en ressortir de toutes les façons possibles. On fait une petite maquette en 3D et puis on regarde les meilleurs endroits par satellite où l'infiltration est possible. La mission en soi n'est pas compliquée. Voilà. Ce qui est compliqué, c'est l'environnement. Le quartier des résidences, c'est un quartier qui est un quartier fermé, avec des grilles un peu partout. Chaque résidence d'ambassadeur est ceint de murs de béton de 2 mètres à 2,50 m de haut. La résidence de l'ambassadeur du Japon est prise au milieu des combats, car elle se situe exactement à mi-chemin de la résidence de Laurent Gbagbo et de l'hôtel du Golfe, où réside le président Alassane Ouattara. Et puis surtout, comme on est proche de la maison de Gbagbo, c'est là qu'il y a ces forces les plus acharnées, donc c'est un terrain risqué. On sait qu'en 10 minutes, tout peut basculer et se retrouver dans une situation où on est complètement débordé, avec une impossibilité de récupérer nos gens. Les commandos ont étudié toute la journée les différents modes d'action permettant d'évacuer l'ambassadeur. Ils décident alors de déposer 3 groupes commandos directement en hélicoptère à proximité de la résidence, avec pour les appuyer 2 hélicoptères Gazelle de combat. Nous sommes dans la journée, très difficile d'opérer dans ces conditions-là, puisque nous sommes à quelques centaines de mètres de la résidence de Gbagbo, il y a la garde présidentielle qui est là, et donc les risques sont très grands, à la fois pour nos forces et pour l'ambassadeur. Donc il décidait que l'opération aura lieu à la tombée de la nuit. C'est le moment d'attente. Attendre, coucher le soleil. L'ambassadeur du Japon et ses collaborateurs vivent de longues heures d'angoisse. Cachés dans leur pièce sécurisée, ils se sentent seuls et vulnérables. Et puis, le colonel Nicolas m'a téléphoné en disant qu'ils allaient commencer cette opération. Mais l'opération ne débutera qu'à 1 h du matin. Les forces spéciales attendent le moment le plus propice pour intervenir. Les miliciens de Laurent Gbagbo patrouillent toujours. L'idée générale, c'est quand même de surprendre l'adversaire. C'est quand même ça le but. C'est la bonne heure, 1 h du matin. On imagine les miliciens bien fatigués, qui sont pas forcément très alertes, et c'est là qu'on va frapper. Je pense qu'on a une pression supplémentaire en se disant qu'on engage la responsabilité de son pays vis-à-vis d'un autre pays. C'est la France qui va chercher un ambassadeur. Donc ça donne une dimension un peu supérieure et des responsabilités internationales un peu supérieures. L'équipe est prête, on s'entraîne depuis pas mal de temps. On est tous concentrés parce que on va quand même chercher un ambassadeur. Tous les voyants sont ouverts pour qu'on puisse rentrer en sécurité. On essaie d'y aller serein tous. Voilà, mais tout le monde est concentré sur sa mission. On sait pourquoi on est là et puis chacun connaît son boulot. En fait, on est déjà passé dans un monde parallèle qui est le monde guerrier. Les hélicoptères Gazelle de Gigi, Gwen et Jason décollent en premier. Ils ont la lourde responsabilité de sécuriser la zone avant l'arrivée des commandos. Notre mission à ce moment-là est simple, c'est d'interdire l'accès à l'ambassade par les airs. Et donc tout ce qui s'approche de l'ambassade, qui est blindé, on le détruit. On tire à peu près, je ne sais plus, on détruit une dizaine de cibles, toujours des véhicules de transport de troupes, des véhicules armés, avant le poser des hélicoptères de transport. Un blindé, il faut le détruire avant qu'il arrive sur zone. Voilà, sinon, on n'a plus de marge de manœuvre. Donc il faut essayer de faire le plus dense possible pour impressionner, faire peur, provoquer la fuite, l'envie de fuir et pas l'envie de riposter. Avant de poser nos hommes, on s'assure, tant que possible,
que la situation est la plus saine possible pour eux, de manière à ce qu'ils puissent évoluer un maximum en sécurité, si on peut parler de sécurité dans ce genre de situation. C'était nos yeux dehors la nuit, et c'est elle qui nous renseignait sur la présence des futurs adversaires. Et puis c'est au tour des 3 hélicoptères Cougar de décoller. À leur bord, les 36 commandos et les membres d'équipage restent silencieux et concentrés. Tous connaissent les enjeux de cette mission. Après 10 minutes de vol, Aldo et Luca découvrent la rue où ils vont devoir déposer leur groupe. La principale difficulté, c'était d'arriver sur le bon itinéraire, bien axé comme il faut, et arriver donc au bon endroit pour faire la dépose conforme. Il y avait vraiment très peu de zones pour poser à proximité. C'était vraiment exigu. Il y avait soit un stade entouré d'immeubles, qui nous plaisait absolument pas. Et ensuite, il y avait un croisement de route qui permettait de déposer mon hélico. C'était une sorte de petit triangle d'herbe entre les lampadaires. Ça posait limite, mais ça posait. On sait qu'il y a quelques poteaux, mais on sait que ça devrait passer. On estime que ça va passer. L'entraînement fait que le gabarit de la machine, on l'a vraiment dans la tête, dans la limite du possible. Et là, on s'est dit, dès l'arrivée, on y va, on pose. Pour moi, ça pose. Et c'est ce que mon pilote a fait. Une fois le premier groupe déposé au sol, un second hélicoptère, celui de Matt, arrive pour déposer le groupe de Kevin. L'hélicoptère arrive au-dessus de la zone où il devait poser. C'est une petite rue assez droite, avec sur la droite des talus et sur la gauche des arbres exotiques, donc des choses qui sont assez hautes. Ne disposant que de photos satellites, Matt est surpris en apercevant le relief du terrain qui ne lui permet pas de poser sa machine au sol. Trop d'arbres. En quelques secondes, les commandos vont devoir se reconfigurer pour descendre le long d'une corde. Malheureusement, pas de place ou trop peu de place pour poser. Donc on prend la décision de descendre en corde lisse. Et on s'est retrouvé à faire une corde lisse d'un peu plus de 10 mètres. Pour les gens qui savent ce que ça fait, ça chauffe les mains. Et surtout quand on est lourd, parce que l'hélicoptère n'a pas pu poser, gêné par un arbre. Là, il y a un déploiement des différentes équipes aux abords de la maison pour sécuriser la zone avant de rentrer dans la maison. On entend des tirs, plutôt loin. Pas un tir nourri, mais un tir d'ambiance. Je pense qu'on est lâché à entre 200 et 300 mètres de l'objectif, de l'entrée de la maison. Le premier groupe sécurise la rue, tandis que le deuxième s'assure que le jardin et les abords de la résidence sont sans danger. Les commandos sont sous tension. Leurs sens sont en éveil. Ils ne savent pas si des miliciens les attendent dans la maison. La porte était ouverte. Il y avait une porte-fenêtre arrière qui donnait dans le jardin, qui est ouverte également. Le troisième groupe pénètre dans la maison et découvre qu'elle a été pillée et mise à sac par les mercenaires. Minutieusement, chaque pièce est fouillée. La maison doit être entièrement sécurisée avant de monter à l'étage, chercher l'ambassadeur. C'est une belle maison d'ambassadeur, quoi. Dans des pièces assez larges, des beaux mobiliers, etc. Bon, tout est sans dessus-dessous. J'ai vu déjà qu'ils avaient entreposé les alcools, l'ordinateur pour piller. Et il y avait un des gardiens de la résidence qui était décédé, qui avait été tué par balle à l'extérieur, juste à l'entrée à droite de la résidence. Les membres des forces spéciales sont arrivés à la résidence. Ils ont fait un petit check partout pour bien neutraliser la situation. Et puis finalement, ils sont montés à ma chambre. Les commandos découvrent que la maison est vide. Ils peuvent désormais libérer l'ambassadeur de sa pièce sécurisée. On monte au premier étage, on frappe à la porte, du moins on rentre en contact avec l'ambassadeur.
Dans l'obscurité totale, nous avons entendu le bruit à l'intérieur de la résidence. Et les membres de force spéciale vont dire l'armée française est tapée 5 fois. L'armée française. 5 coups, comme signe de reconnaissance. Et l'ambassadeur ouvre la porte. L'évacuation peut commencer. L'ambassadeur sort avec une partie de son personnel. Il n'a pas l'air stressé plus que ça, mais vraisemblablement très soulagé, oui. Après 18 heures d'enfermement, l'ambassadeur et ses 7 collaborateurs sont enfin libérés. Et c'est sous haute protection qu'ils sont peu à peu exfiltrés de la résidence jusqu'aux hélicoptères. Pour les forces spéciales, tout se déroule sans accrochage. Les mercenaires de Laurent Gbagbo, postés aux alentours, n'ont pas eu le temps de réagir. La surprise a été totale. Le déplacement n'est pas très difficile. Donc, à partir de ma résidence, traverser le jardin, aller jusqu'à l'endroit où les hélicos se sont posés et monter aux hélicoptères, tous les 8. Il monte avec le groupe qui l'accompagne et qui le fait monter dans la machine. Immédiatement, on le prend en compte dans la machine. C'est mon MOS Scott qui le récupère, qui l'assoit juste devant sur les sièges à l'avant, qui le ceinture, qui lui demande si ça va. Donc au moment où on le récupère, oui, c'est quelqu'un d'assez serein mais blanc, quoi. L'hélicoptère de Matt emmène l'ambassadeur du Japon et ses collaborateurs au camp militaire de Port-Bouët. Pour eux, c'est la fin d'une journée longue et effrayante qui a mis leur nerfs à rude épreuve. À leur arrivée, le général Palacé et le colonel Nicolas sont présents pour les recevoir. Moi, je l'accueille à la sortie, je l'escorte tout de suite jusqu'à un endroit bien sécurisé. Son équipe est dirigée vers l'hôpital de campagne. Durant cette journée éprouvante, M. Yoshifumi Okamura n'a jamais perdu son sang-froid, bien au contraire. Je me souviens de le recevoir pour le féliciter de sa libération et j'ai le souvenir d'un homme rayonnant et se disant que cette journée avait été bien particulière pour lui. Finalement, je suis sauvé par la licorne avec le travail professionnel, avec Helico. Et c'est bien posé et avec le travail professionnel, ils ont bien sécurisé l'environnement. Et puis, comme ça, je suis arrivé. Merci. Je leur dis tout de suite le mot de remerciement. C'est l'armée française qui ont sauvé la vie de moi, la sauvé de vie de mes collègues, mais aussi sauvé l'honneur du Japon. Et moi, je passe un moment avec lui, on dîne ensemble. Et de mémoire, on a arrosé ce dîner d'une bouteille de vin. Une bonne bouteille, je crois. Il est exceptionnel qu'une opération de force spéciale se déroule exactement comme sur le plan, à la minute près. Tous les commandos le savent, alors l'euphorie de la réussite sera de courte durée. C'est une opération qui s'est parfaitement déroulée, ce qui est assez rare. Il s'est trouvé que cette opération-là, donc une extraction d'ambassadeur, ce qui n'est pas rien, s'est déroulée de façon conforme. Il y a une euphorie, évidemment. Mission accomplie, on récupère la personne qu'on est venu chercher. Donc évidemment, on est ravis. On était content d'avoir fait ce genre de mission, c'est ce pour quoi on s'est engagé. Après, il faut se remettre dans la tête et pas s'arrêter sur celle-là, parce qu'il y en a d'autres qui vont se déclencher derrière. Et si on se repose sur nos lauriers, ça va pas... Pour le coup, on va faire des choses beaucoup moins efficaces la fois d'après, quoi. On reste sur nos gardes parce que ça peut repartir dans l'instant comme dans le reste de la journée. Deux jours plus tard, le combat s'est durci dans le quartier de Cocody. Le président Laurent Gbagbo refuse encore et toujours de quitter le pouvoir. Les forces nouvelles d'Alassane Ouattara se livrent désormais à des combats acharnés contre les hommes de Laurent Gbagbo afin de le déloger de sa résidence. Les victimes sont nombreuses. C'est dans ce contexte que le général Palacé reconvoque le colonel Nicolas. Il lui confie une nouvelle mission qui consiste cette fois à évacuer un diplomate anglais et 2 de ses collaborateurs pris au piège.
2 jours après, la situation reste toujours très confuse. Beaucoup de tirs, beaucoup de personnes prises à partie dans le quartier de Cocody. Et là, c'est le tour du chargé d'affaires britannique à être pris à partie et à être inquiété. Et il nous est demandé d'aller le chercher. Il est déjà tard. Vu les détails qu'on a, on donne vraiment quelques heures pour agir. Vu les détails qu'on a, ça va être très compliqué. Très compliqué, car il y a un principe chez les forces spéciales, c'est de ne jamais faire 2 fois la même mission. Or, la résidence du diplomate britannique est collée à celle de l'ambassadeur du Japon. Nous sommes assez dubitatifs parce qu'on sait très bien qu'il va falloir répéter le même mode d'action dans un lieu assez semblable. Et donc, on s'interroge sur ce que l'on peut faire, parce que nous n'aurons plus d'effet de surprise. Depuis l'extraction de l'ambassadeur du Japon, la présence des miliciens de Laurent Gbagbo s'est considérablement renforcée. Une partie d'entre eux a même repris position sur la résidence de l'ambassadeur du Japon. On peut rencontrer du monde. 5, 10, 15, 20, après c'est compliqué à se dire combien de personnes on va retrouver face à nous. Maintenant, c'est une vraie fourmilière. On n'est plus dans la situation d'il y a 2 jours. Ça va être beaucoup plus compliqué pour agir. Au camp militaire de Port-Bouët, tout le monde travaille d'arrache-pied. Armée conventionnelle et forces spéciales cherchent ensemble le meilleur moyen de sauver ce diplomate anglais. On étudie tout finement, pour pouvoir arriver à un mode d'action qui sera peut-être pas le mieux, mais le moins pire. On n'avait pas 36 solutions d'approche. En gros, soit on survolait toute la ville pendant plusieurs minutes, avec les risques que ça comporte, on ne peut pas descendre aussi bas, soit on refaisait la même mission. Et un des principes de base des hélicos, c'est de jamais poser 2 fois au même endroit. On a beau retourner le problème dans tous les sens, on ne trouve pas d'autres moyens, sinon que de refaire la même chose. Le dispositif qu'on a choisi pour cette deuxième opération, on l'a densifié, on l'a renforcé, 3 groupes à terre et un 4e groupe en réserve. Pour réussir cette opération, le colonel Nicolas va engager 7 hélicoptères, 4 de transport et 3 de combat, soit 2 machines de plus que pour la mission de secours de l'ambassadeur japonais. Mais malgré ce renfort, les membres des forces spéciales ont conscience que la mission qu'ils se préparent à vivre est périlleuse et sans aucune marge de manœuvre. On sait que la situation est beaucoup plus délicate. On sait qu'il y a beaucoup plus d'ennemis. Après des heures de travail, à la nuit tombée, les forces spéciales présentent au général Palacé leur mode d'action quasiment identique à celui de l'exfiltration de l'ambassadeur du Japon. Il faut rejouer quasiment dans les mêmes conditions, avec un ennemi qui maintenant est prévenu, et échaudé et nous attend. Je rencontre au général que si on agit là, il y aura des pertes. Il y aura des pertes, il y aura de la casse. Et les mots du général ont été assez simples. Avant de partir, il nous a dit, en validant le mode d'action, c'est un nid de guêpe, je vous envoie au carton et j'ai toute confiance en vous. De toute façon, nous, on ne s'est pas posé la question. Hein. Nous, on avait cette mission-là, on sait faire, c'est notre métier, on est préparé à ça, et puis on y va, quoi. On est concentré sur notre travail pour que l'action se passe le mieux possible. Parce que mine de rien, il y a un paquet de vie en jeu si jamais on n'est pas pointu ou précis. On a de l'appréhension, après on est payé pour. C'est notre travail, c'est pour ça qu'on a signé, hein, donc il faut bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Cette nuit-là, la chaleur est suffocante. Sur le tarmac, le thermomètre affiche 33 degrés. Les 4 groupes de commandos prennent place calmement dans leur hélicoptère. Concentrés, tout le monde attend le feu vert pour décoller. Comme à leur habitude, ce sont les gazelles qui ouvrent le bal. Elles vont être les premières à découvrir les forces en présence sur la zone où les commandos vont intervenir. On change un petit peu le mode d'action. Cette fois-ci, on décide de partir sur une mission un peu plus discrète, c'est-à-dire qu'on décide d'effectuer le posé des hélicos de transport sans avoir à ouvrir le feu avant. Et c'est à ce moment-là que je m'aperçois que sur zone, on a un blindé. Avec un canon qui est orienté à 500 mètres, orienté sur la zone de posée du premier hélico. Donc après les comptes rendus vers la chaîne de commandement, il nous donne l'ordre de détruire ce véhicule. Le problème en détruisant un blindé, c'est que ça fait du bruit et du coup ça met tout le monde en alerte. Donc on peut pas attendre 107 ans pour faire ce qu'on a à faire. Le véhicule blindé est détruit
Et là, on nous dit, vert. Vert, vous y allez. C'est parti. Aldo et Martin sont aux commandes des 2 premiers hélicoptères à se rendre au secours du diplomate anglais. Et malgré le comité d'accueil, pas question de faire marche arrière. On arrive donc sur notre dernier virage, on va dire. On voit le boulevard bien illuminé, je vois les crépitements du véhicule qui est en train de brûler. Et c'est là qu'on entend les tic, 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 tic. Les tic-tic-tic, c'est le bruit des balles qui frappent la carlingue. Dévoilés par la destruction du blindé, les hélicoptères sont pris à partie par les miliciens dissimulés dans tout le quartier. Je fais mon dernier virage, je max, je viens poser ma machine. Je dépose mon groupe. Là, je m'adresse à Lucas, je lui dis, je sais pas ce que t'en penses, mais là, ça sent pas bon. On s'y attendait, on était plus ou moins préparés à être attendus là-bas. On descend de l'hélicoptère, on se met en 360. L'hélico redécolle. C'est là que les crépitements recommencent. Ils recommencent à être beaucoup plus incisifs, être beaucoup plus près, beaucoup plus rapide. Je tourne, je pars aussi vite que je peux. En parallèle, l'hélicoptère de Martin dépose quelques mètres plus loin le groupe de Kevin, en corde de lisse. Le 2e commando a à peine posé le pied au sol que des tirs nourris impactent l'hélicoptère. J'ai l'œil qui est attiré par un petit éclat lumineux à gauche. Dans l'hélicoptère, c'est tellement bruyant qu'on n'entend pas les balles qui claquent contre la carlingue. Ce qui nous fait comprendre qu'on nous tire dessus, c'est l'équipier, le 4e homme, le gunner, qui commence à tirer avec sa mitrailleuse. Donc là, on comprend qu'il y a du monde et puis qu'il est très proche. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai senti tout de suite un certain flou, puisque tout le monde s'est tu à l'intérieur et il se passait plus rien. L'hélicoptère, pendant de longues minutes, va rester en stationnaire et va prendre plus d'une dizaine d'impacts, ce qui va provoquer l'incendie de son rotor, avec des flammes spectaculaires qui jaillissent de partout. La dépose est très longue. On est très très vulnérable. On est en stationnaire, on est de nuit, on se fait tirer dessus, mais on ne sait pas d'où ça vient. Le moteur est en feu, mais en fait mécaniquement tout va bien, donc on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Le moteur en flammes, Martin aux commandes de son appareil n'a qu'une hâte, c'est de partir. Mais il va rester là, en stationnaire, pendant de longues secondes, sous le feu ennemi, à attendre que tous les commandos aient fini de descendre. Pas question pour lui de laisser à terre 2 hommes seuls. Une fois les 2 groupes déposés, les 24 commandos se font immédiatement tirer dessus. Alors, ensemble, ils se mettent à l'abri des coups. Je me souviens de lever la tête et voir l'hélicoptère qui prenait les impacts. Et je me souviens de voir des flammes d'1 mètre, 2 mètres qui sortaient de la turbine. Et j'avais l'intime conviction que l'hélicoptère allait tomber. On a eu une pensée particulière, je pense, pour le pilote à ce moment-là. Malgré la situation qui est en crise au sol, moi je me suis plus inquiété pour le pilote qui devait repartir que pour mon cas personnel. Donc là, le pilote était très fort sur ce manœuvre-là, puisqu'il a quand même maintenu sa machine alors que ça tirait de partout, et a permis au groupe de pouvoir descendre au complet. Pour moi, c'est inconcevable de laisser 2 commandos tout seuls sans le reste de son groupe, donc j'ai fait par priorité. Le stress, en fait, il vient après, une fois qu'on a quitté la zone. Martin et ses coéquipiers concentrent toute leur énergie à faire voler leur hélicoptère en feu jusqu'au camp de Port-Bouët. Il s'est posé difficilement, en flammes. Donc très rapidement, les pompiers neutralisent l'incendie. Là, effectivement, c'est compliqué parce que on arrive à Port-Bouët, on est soulagé d'être rentré intact, que tout va bien. Mais on sait qu'on vient de déposer du monde là-bas et qu'ils se font tirer dessus. Les commandos se retrouvent en quelques minutes encerclés par les miliciens de Laurent Gbagbo. Ils sont des centaines à converger vers leur position. Alors, ordre est donné aux 2 autres hélicoptères de ne pas déposer leurs hommes.
On a un groupe à bord qui attend d'intervenir. Ils savent pas s'ils vont être déposés ou pas. Moi, je comprends que ça se passe vraiment mal au sol avec les commandos. Ils annulent la deuxième dépose. C'est trop risqué de ramener les deux autres hélicos sur la même zone. Donc là, rapidement, on nous demande de rentrer. On annule la mission, puisqu'on est décelé. C'est-à-dire qu'on nous attend à l'arrivée. Les 24 commandos sont désormais seuls. Ils vont devoir uniquement compter sur ce lien indéfectible qui les unit. Donc là, le premier réflexe, parce qu'on est pris à partie, c'est de pouvoir rassembler le groupe, se mettre en position de tir et surtout à l'abri des tirs. L'ennemi était donc sur un point légèrement plus haut. Ce sont des grandes rues, un quartier résidentiel très bien éclairé. Avec des arbres de chaque côté et un grand mur côté droit dans l'axe de progression. Et en fait, on pense qu'il y a des tirs qui viennent de derrière ce mur. Donc ce qui fait qu'on se retrouve à environ une petite vingtaine de mètres des miliciens qui sont derrière. À l'abri sous les arbres, les commandos essayent de se frayer un chemin pour rejoindre la résidence du diplomate britannique. Mais les miliciens voient les commandos progresser et leur bloquent le passage. Il y avait des lampadaires au-dessus de nous, au niveau des murs en fait, sur lesquels on était plus ou moins appuyés. Les commandos tirent alors sur les lampadaires. Dans l'obscurité, ils retrouvent l'avantage grâce à leurs lunettes de vision nocturne. En l'air, les deux gazelles et le cougar d'appui munis de mitrailleuses veillent sur les commandos, en essayant d'empêcher les miliciens de s'approcher. Pendant toute l'opération, on reste en appui. Mais pour les deux gazelles, la tâche est complexe, car les miliciens se rapprochent en infiltrant les jardins et les résidences de toutes les ambassades aux alentours. Pour les pilotes, pas question de tirer à l'arme lourde sur des bâtiments pouvant abriter des civils. On ne voit rien, on ne voit aucun départ de coup, on ne voit aucun ennemi. Et en fait, ils sont cachés dans les bâtiments et ils tirent à partir de leur position retranchée. Donc on ne l'aide d'aucune aide aux troupes au sol. Et là, c'est vraiment difficile pour nous parce qu'on se sent véritablement impuissant. On arrive à déceler des positions, mais ils sont en perpétuel mouvement. Ils ont beaucoup d'obstacles derrière lesquels s'abriter, les murs, les maisons, l'intérieur des maisons. Du coup, c'était très très compliqué pour nous de les renseigner clairement sur des fantassins qui sont en mouvement, et une bonne quantité de fantassins. Moi, je me rappelle, j'avais énormément de stress pour les mecs au sol, parce qu'on n'arrivait pas à déterminer le volume en face. Et on sait que les mecs, leurs munitions ne sont pas illimitées, et qu'on ne peut pas les aider du mieux qu'on peut. Heureusement, il y avait un cougar d'appui, donc qui était au plus près, qui a pu les appuyer. Contrairement aux gazelles, le cougar d'appui dispose de 2 mitrailleuses et de snipers embarqués. Un armement plus précis pour neutraliser uniquement les miliciens armés. Pour les commandos, un ange gardien au-dessus de leur tête. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on n'envisage pas la fin de la mission. Et on est dans la réflexion, ok, comment on va faire pour progresser, pour arriver jusqu'à la maison. L'avancée des miliciens est contenue par les hélicoptères. Alors les commandos demandent à poursuivre la mission. Qu'est-ce qu'on fait? Au sol, la situation est calme, stabilisée. Le chef de l'élément me dit je suis là, j'ai récupéré tout le monde. Même avec 2 groupes, je demande à poursuivre la mission. Le général est là à côté de moi, il donne l'autorisation d'engager la poursuite de la mission. Une première tentative est menée. Je dois appuyer le groupe de Léo qui doit se rapprocher. On se rend compte rapidement qu'en face, c'est bien trop lourd et que le premier équipé qui passera le bout de son nez derrière le mur risque de ramasser une rafale. De l'appréhension, on en a forcément, mais on est tellement sous adrénaline, on est tellement concentré sur la situation. Moi, mon but, c'était vraiment d'être efficace, d'être à proximité des équipiers pour qu'on puisse tous s'en sortir dans de bonnes conditions. En quelques secondes, la situation bascule. Les commandos acculés ne parviennent pas à progresser vers la résidence du diplomate britannique. Il y a de plus en plus de forces en présence qui s'acheminent vers notre position. Sur la résidence du Japon, il y a donc les ennemis qui avaient repris position sur le toit et aux abords de cette résidence. Donc une tentative, 2 tentatives, ça ne fonctionne pas. Les commandos sont totalement encerclés et les miliciens continuent d'affluer par centaines. Les hommes de Laurent Gbagbo cherchent à s'imbriquer au milieu des Français pour empêcher les hélicoptères de tirer, au risque de toucher leurs camarades. Il y avait un très fort risque d'imbrication.
l'imbrication, c'est plus que compliqué. Ça peut être dramatique pour nous, dans le sens où si des ennemis sont imbriqués ou à très court distance de notre position, ça devient très difficile de discriminer pour les appuis et de pouvoir appliquer des tirs. La situation devient critique. Les commandos n'arrivent pas à atteindre la résidence du diplomate anglais. Et ils risquent d'être rapidement débordés par le nombre grandissant de miliciens qui cherchent à les atteindre. Nous sommes donc en contact avec le chargé d'affaires britannique. Je comprends très rapidement qu'il n'est pas directement en danger. Vu la configuration, je prends la décision d'arrêter l'opération. La prise de risque, là, est telle qu'elle est trop importante par rapport au gain escompté de l'opération d'aller chercher cette personne. Les airs sont l'unique moyen pour les commandos de sortir de ce piège. Alors ils doivent impérativement trouver une zone où les hélicoptères pourront les récupérer. La zone connue par les pilotes est une zone battue par les feux, ce qui rend impossible naturellement le poser de l'hélicoptère. Donc il faut trouver une zone. Donc, moi j'ai en mémoire la photo satellite qu'on connaît par cœur. Et j'imagine que dans l'avenue, c'est l'endroit le plus propice pour faire poser cet hélicoptère. La zone de récupération se trouve sur une avenue à une centaine de mètres seulement de leur position. Mais les commandos progressent péniblement. Le sort s'acharne. On est pris sous le feu ennemi. Et puis pour rejoindre cette avenue, c'est comme une souricière. On est acculé contre un mur. C'était long, quoi. C'était très long, il y avait des tirs, on ne voyait pas d'où ça venait. Il y a une équipe qui est restée en appui, donc celle de Kevin et donc moi-même. Pendant ce temps-là, il y a l'équipe de Bud et de Léo qui essaye de faire exploser un portail qui nous gênait pour nous permettre d'être évacués. La grille finalement tombe. Bon, ça nous libère le passage et puis le groupe file. Il faut maintenant passer à la phase la plus délicate qui est la récupération des groupes. L'hélicoptère de Lucas, d'Aldo et de Moon est le premier à redécoller. Malgré le stress, c'est sans hésiter qu'ils vont chercher leurs copains. Et là, on a la boule au ventre. On voit au loin que l'hélico d'appui est en train de tirer. On voit bien les traçantes. Et on sait qu'au sol, c'est en phase de combat, quoi. On nous donne le verre. Et là, on arrive tout doucement, on cherche notre groupe. J'arrive au plus bas possible. Et le but, c'est comme si vous aviez un couloir rempli de lumière et que vous vouliez aller vous mettre à l'abri de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression de sauter par-dessus le boulevard avec l'hélicoptère pour me mettre au niveau de l'ombre, histoire de ne pas être vu. Et là, c'est compliqué parce qu'on les voit pas. Donc il fait nuit, mais les lampadaires sont allumés. Donc on ne savait pas si vous devez mettre les JVN. On se dit, ils sont où? Ils sont là? Ils sont pas là? Ils vont nous voir? On arrive doucement. Enfin, j'arrive le plus doucement que je peux. Donc là, je fais ils sont à gauche. Donc le pilote botte. En attendant l'arrivée de l'hélicoptère de Lucas, le groupe de Léo s'est caché dans un fossé, à l'abri des tirs. Le premier hélicoptère donc, se présente au plus près du groupe pour le récupérer. Oui. On les voit, ils sont plaqués contre le mur, ils sont mis à l'abri. Et donc là, on se dit, il va falloir y aller. On voit qu'il y a des lampadaires. Il n'y a pas que des lampadaires, il y a une espèce de poteau aussi qui est à mi-chemin entre les lampadaires. Il y a de la pente, il y a une espèce de terre-plein central. Il y a des arbres partout autour. Le souci, c'est qu'on était au milieu des lampadaires, la route était en désert, et entre chaque lampadaire, il y avait une sorte de pylône qui faisait plusieurs mètres de hauteur et qui était pile poil sous notre rotor. La distance entre chaque réverbère est de 18 mètres. Or, l'envergure des pales de l'hélicoptère est de 16 mètres. Un atterrissage qui tient dans un mouchoir de poche. Alors on se dit, ça va rentrer, ça va pas rentrer, ça rentrera pas. Pour moi, ça pose. Le pilote, il est pas super sûr, mais il dit voilà, pour moi ça pose, la machine elle pose. Le quatrième homme derrière il dit oui, pour moi ça pose. C'est là que c'est important aussi la symbiose, l'entraînement et la communication, et puis la symbiose au sein de l'équipage, ça c'est super important. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent me faire confiance. Si je dis c'est 50 cm, c'est 50 cm, c'est pas 1 mètre. Hein, et lui, il va aller de 50 cm. Donc le quatrième homme nous guide. Là, on est à 45 degrés, 3/4 du boulevard, on va dire en diagonale du boulevard. Je commence à faire descendre la machine. On descend. Ça nous tire dessus sur la gauche de l'appareil. Le gunner, il doit nous faire le guidage et répliquer. Là, on pense pas au tir. On pense pas qu'il y a des gens qui nous tirent dessus, sinon on reste au fond de la soute. Il y a quand même des collègues ou des potes ou des amis au sol. On va les chercher de toute façon. Nous, c'est un petit peu le syndrome du Saint-Bernard. Hein. C'est un peu la même chose en fait.
on pose, on peut poser que 2 roues sur 3. C'est-à-dire que la machine, elle est posée, si vous voulez, comme ça. Et la machine, elle glisse, enfin, elle flotte, quoi. Encerclés par l'ennemi, les 12 premiers commandos embarquent à toute vitesse dans l'appareil qui tient en équilibre. Ça monte vite dans l'hélico, donc moi j'essaie de sécuriser en même temps de faire embarquer les gars. En embarquant, on était un petit peu à cheval sur un trottoir, l'hélico glisse un petit peu. Vers décollage, voilà. Donc je remets la machine en stationnaire. Et bien sûr on est sous le feu, ça tire. Donc il faut monter, puis il faut y aller, puis il ne faut pas perdre de temps. Et je ne sais pas si c'est le mouvement lors de l'embarqué de la machine qui a provoqué ça ou le fait d'avoir le faire tirer dessus et de bouger un petit peu. On arrache une partie des pales sur le lampadaire qui était à notre gauche. Et là, c'est pratiquement 1,50 m de pales qui se fait arracher. L'extrémité des pales arrive à maintenir une certaine rigidité, mais malgré tout, les pales sont très endommagées. Avec 1 mètre de pales en moins, l'hélicoptère tremble. À l'intérieur, les commandos sentent les secousses sans comprendre ce qu'il se passe. On entend forcément un bruit anormal, un bruit sourd. Et donc là, on se prépare mentalement, rapidement au crash. Là, il y a une montée de tension. On se regarde et puis on a tous une attitude au moins sereine d'apparence. C'est pas la rigolade, hein, c'est sûr. On se dit qu'est-ce qui va se passer? La machine va partir de travers, on va retomber. Et là, le mécanicien navigant reprend. Les paramètres sont corrects. On peut continuer. Je repars avec une machine qui est complètement tremblante. Et donc à ce moment-là, moi j'ai l'impression, pour moi au fond de moi, d'être tellement à ce que je fais. Je suis pas capable de prendre une décision correcte. Heureusement, il y a Lucas, et c'est Lucas, bien sûr, c'est son travail, c'est son hélicoptère, c'est lui qui prend la décision. J'ai pris la décision d'aller poser sur un point qui était Golf Hotel. Un endroit où il y avait tous les représentants, qui était, je sais pas, à 1,5 km à vol d'oiseau. Le Golf Hotel, l'hôtel occupé par Alassane Ouattara et les casques bleus, est une zone sécurisée. Pour Lucas, c'est l'endroit idéal pour un atterrissage forcé. Mais faut-il encore pouvoir y parvenir ? Surtout pas trop, on va dire, tirer sur la machine, ou enfin demander de puissance à la machine, éviter les lignes, éviter les antennes, éviter les maisons. En fait, j'en suis, je veux dire, lobotomisé. Je suis vraiment à 200% à ce que je fais, quoi. On se dit, bon, jusque-là, ça tient. Jusque-là, ça tient. Bon, allez, vas-y, il faut y aller, de toute façon. Au bout d'un moment, je dis, arrête de te dire jusque-là, ça tient, parce que, de toute façon, tu ne changeras rien du tout. Donc, il faut se concentrer sur aller le poser au plus vite. Ouais, c'était quelques secondes d'incertitude, où en plus on survole la lagune. Se dire si là ça pète, on est au-dessus de l'eau, là ce sera encore beaucoup plus merdique que si on était au-dessus de la terre. En 2009, au Gabon, des membres des forces spéciales sont morts lors d'un crash d'hélicoptère en mer. Les commandos se sont noyés, leurs boots restant accrochés à l'appareil. Un accident tragique, encore vif dans leur mémoire. Pour ma part, j'ai enlevé mon boot et j'ai commencé à dégrafer mon gilet pare-balles pour anticiper, si on peut anticiper, un crash dans la lagune. Je m'étais mis dans la tête, ok, si on tombe dans l'eau, j'avais préparé mon mousqueton de sécurité puisqu'on est accroché dans l'hélico. Je le touche 3-4 fois et je sais comment lâcher mes affaires. À l'intérieur de la cabine, la tension monte. J'avais un peu peur, je l'avoue, hein, on ne sait pas où on va, mais on fait totalement confiance au pilote qui était avec nous. Je suis aux commandes. Et donc là arrive le moment de la finale. Et là on entend donc, le 4e homme derrière qui hurle au commando. Et là je leur hurle de s'accrocher, donc de bien s'accrocher aux lignes de vie et puis de rentrer les jambes et de se mettre au fond de la soute. Mais ils savent pas ce qui se passe. Et ils leur hurlent à bord, accrochez-vous, accrochez-vous. Si le premier groupe est désormais sain et sauf, le second, lui, est toujours au cœur des combats.
Alors Matt, aux commandes de son hélicoptère, se lance pour aller les secourir. Ok Matt, c'est ton tour. Je me retourne légèrement dans mon équipage, on se regarde tous et on dit bon ben on y va. En sachant un peu que effectivement c'était tendu quoi. Cela fait maintenant près d'1 heure que le groupe de Kevin est sous le feu ennemi. Ils ne sont plus que 12 face à des centaines d'assaillants. Il n'y a plus 1 minute à perdre. Matt doit les sortir de là. Donc moi je décide de me poser entre les deux lampadaires, comme l'a fait Lucas juste avant. Seulement moi je m'avance un petit peu plus loin, donc je vais un petit peu plus haut. Et donc là nous on écrase la ligne électrique. L'exercice était périlleux, c'est comme si vous essayiez de mettre une pièce de mollet dans un tube à essai sans toucher les bords. Donc imaginez-vous à la place du pilote qui doit descendre vertical. Donc à droite des réverbères, à gauche des murs, en tout droit des palmiers et puis derrière des lignes haute tension. Et tout ça sous le feu ennemi. On arrive à se poser sans dommage sur le terre-plein central. Et les commandos sont cachés dans le caniveau. Dès qu'on est posé, ils arrivent en courant le plus rapidement possible. De mémoire, on doit être le dernier groupe à partir. On compte un par un, ma hantise, c'est toujours oublier quelqu'un. Et on compte toujours avant de monter à bord, si tout le monde est là. Et puis une fois qu'on est à bord, je remets mon destin entre les mains du pilote. Ils embarquent, tout se passe bien. Et là, effectivement, en haut de la rue, on voit des centaines d'hommes cachés à droite, à gauche, des armes à feu et qui sont en train de tirer, de bouger, d'aller de droite à gauche. Et effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de monde, quoi. Les miliciens ne sont plus qu'à quelques mètres d'eux. Matt doit redécoller au plus vite. Seulement l'hélicoptère est piégé sous les branches qui se sont refermées après son passage. De plus, avec le poids des commandos, la machine est de moins en moins maniable. On est 10 commandos à 100 kg, 1 tonne en plus. Donc il n'y a pas que le poser qui est compliqué, il y a aussi redécoller. Et on ne traîne pas, on redécolle aussitôt. Et en essayant d'éviter cette canopée et de me faufiler en travers les branches, je touche un peu une partie du grand mur qui était sur ma droite. Et en plus, je prends les arbres au décollage, donc je passe à travers les arbres. Donc j'arrache environ 50 cm au bout de ma pale, ce qui ne nécessite pas un posé immédiat ou un posé d'urgence à proximité. L'hélicoptère est moins endommagé que celui d'Aldo. Alors Matt tente d'aller jusqu'au camp de Port-Bouët. Mais l'appareil vibre de partout. En gros, le bruit des pales était particulier. Ça faisait un petit peu cette sensation de vol, si vous voulez, avec des petits à-coups vers le bas. Donc on avait tous la main sur le gilet pour pouvoir dégrafer si jamais on devait amérir dans la lagune et puis pouvoir essayer de nager sans couler à pic. Là, effectivement, avec des dommages sur les pales aussi importants, la machine se comporte un peu comme une machine à laver en version essorage, quoi. Donc ça tremble, ça secoue un peu dedans, néanmoins ça vole. Dans la cabine de l'hélicoptère, pour moi, je pense que c'est pour le groupe, on était sorti d'affaire. Moi je suis apaisé. Apaisé parce que pour moi ils sont certainement plus en sécurité dans l'hélico qui est fatigué qu'au sol à prendre la foudre. Nos vies sont entre leurs mains, très clairement, oui. Je veux dire, moi le pilote, je me suis jamais posé la question de savoir si je pouvais lui faire confiance ou non. Vous êtes entre les mains d'un camarade qui maîtrise parfaitement son hélico, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais pour Matt, aux commandes d'une machine folle, l'action est loin d'être terminée. Il a une seule obsession, ramener tout le monde à bon port. Le stress est tellement présent, tellement important que vous n'êtes plus en mesure de réfléchir trop, vous vous concentrez à une seule tâche et vous gérez cette tâche, point barre. Pendant que Matt se débat avec sa machine, le dernier hélicoptère, le Cougar d'appui, est lui aussi pris pour cible et va subir de lourds dommages. C'est le 4e hélicoptère à être touché ce soir-là. Le commandant, lui, a senti une balle lui passer au ras des moustaches et une petite balle de rien du tout qui est venue se ficher dans un conduit hydraulique et qui a bloqué les commandes. Le pilote et son chef de bord vont se mettre à deux sur les commandes et de toute leur force vont réussir à traîner l'hélicoptère jusqu'à Golf Hotel où ils vont se cracher à leur tour. L'hélicoptère se pose lourdement au Golf Hotel, juste à côté de celui de Lucas et d'Aldo. Heureusement, tout le monde en sort indemne. De son côté, après 10 minutes de trajet sous haute tension, Matt parvient à poser son appareil à Port-Bouët. Je me souviens descendre de la machine,
Je regarde les pales, je me souviens de dire bon bah on a cassé un gros bout mais la machine est quand même pas trop abîmée. Et là, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé, vous vous rendez compte des dommages que vous avez. Et vous dites que non seulement vous l'avez échappé belle, mais enfin voilà, il y a tellement de choses qui se passent sans vous à ce moment-là, vous vous décomposez quoi. Entre nous, on souffle. On remercie le pilote, on le remercie de nous avoir posé sains et saufs. Parce qu'ils ne se sont pas posés de questions au final. Ils ont analysé le risque. Il fallait venir chercher un groupe, ils sont venus. Lorsque l'on est arrivé au sol et qu'on a vu l'état de l'appareil, je suis allé lui dire un grand merci parce que, en gros, il nous avait sauvé la vie, quoi. On se dit qu'ils auraient fait exactement la même chose pour nous si on s'était craché quelque temps auparavant, ils auraient tout fait pour venir nous récupérer. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et pas que dans les forces spéciales, ça j'en suis persuadé. On fera tout pour aller récupérer son pote, ça c'est clair. Ils sont remarquables. Je les adore. C'est mes préférés. Ah, ils sont très forts, oui. Oui, parce que ça arrive pas tous les jours de perdre 50 cm d'une branche d'hélico, quoi. Et là, on entend merci, 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 et tous les commandos viennent nous faire la bise. Nous, on est tellement sur ce qu'on a vécu, ce qu'on vient de vivre, qu'on a peut-être un peu plus de temps, moi un peu plus de temps à comprendre ce qu'ils ont vécu. Il n'y a jamais eu autant de coups tirés, donc il y avait vraiment du monde au sol. C'est dit si on les récupère pas, ils vont y rester, quoi. Là, c'est la vie de nos potes qui est en jeu. Faut prendre la décision, et ce sera à refaire, je la reprendrai, quoi. Cette nuit-là, les forces spéciales sont tombées sur 400 miliciens en perpétuel mouvement. Acculés, les 24 commandos n'ont pu parvenir jusqu'à la résidence du diplomate britannique. Mais malgré cela, les dégâts causés par les hélicoptères d'appui ont définitivement brisé l'armée du président Laurent Gbagbo. Les combats ont été tellement difficiles et tellement importants pendant près d'1 heure que ces miliciens ont quitté leur position parce qu'ils étaient intimement persuadés que nous allions aborder la résidence du président Gbagbo, ce qui n'était pas du tout notre objectif. Dès le lendemain, avec tous les dégâts qu'on a réalisés sur l'ennemi, le secteur s'est vidé. Et un convoi de l'ONU s'est déplacé en toute liberté sur zone, a pu récupérer tout le monde. Donc finalement, l'effet a été obtenu. C'est ce qu'on se dit, c'est qu'un demi-échec, une demi-victoire. Après cette nuit de tempête, au petit matin, le quartier de Cocody connaît une accalmie. Le diplomate britannique ainsi qu'une dizaine d'ambassadeurs vont être simplement évacués par convoi et traverser la ville d'Abidjan, une capitale fantôme. 48 heures plus tard, le 11 avril 2011, les forces nouvelles d'Alassane Ouattara arrêtent Laurent Gbagbo et tous les membres de sa famille, mettant ainsi fin à 6 mois de guerre civile. Après, la situation politique se stabilise, tout se calme et fait que la bataille d'Abidjan se termine. La paix retrouvée en Côte d'Ivoire, il est temps pour les hommes du colonel Nicolas de quitter le pays. Si certains rentreront chez eux en France, d'autres repartiront immédiatement en opération, ailleurs. Mais tous sortiront de cette crise ivoirienne, grandis et plus soudés que jamais. Les émotions se bousculent, on est soulagé, on est un peu frustré, c'est là où intervient la frustration. On est presque parfois un peu euphorique, parce que ces moments-là sont intenses. On se dit que oui, on a eu beaucoup de chance. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. On a réussi à limiter la casse dans le feu de l'action. On a pris les bonnes décisions, tous, qui nous ont permis de tous rentrer à la maison. Je pense que c'est le posé le plus difficile que j'ai fait de ma vie. Ouais. C'est quelque chose qui restera gravé entre nous, quoi. De toutes les missions que j'ai pu faire, c'est celle qui m'a marqué le plus. Après, je pense qu'il faut rester humble sur ce qu'on est capable effectivement de faire dans le futur. La chance, c'est un paramètre qu'on est obligé de prendre en compte. Parce que il suffisait de pas grand-chose. Il suffisait de pas grand-chose, un petit grain de sable, pour que ça se passe de façon dramatique. Quand on fait le film des événements, on se dit qu'on a eu énormément de chance. On a eu énormément de chance. La réussite 2 jours avant et l'insuccès 2 jours après. Ça s'est joué peut-être à pas grand-chose.